Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de recevoir l'écrivain Calvin Djoaré dans cette émission face à l'invité. Il a accepté m'ouvrir ses portes pour recevoir mon équipe et moi. Il va répondre en toute sincérité à toutes nos questions. Merci. L'écrivain Calvin Djoaré, pour commencer cette émission, déjà on voudrait que vous vous présentez. Parce que moi je peux le faire, mais pas bien comme vous-même. Oui, merci Marie Sinclair. Je suis très heureux pour ce cheminement que vous avez effectué pour venir jusqu'à moi. Je suis l'écrivain Calvin Djoaré, je suis camerounais et je suis très profondément lié à mes origines damoises. Et je suis le produit de cette culture voûtée à laquelle je suis très enraciné. J'ai fait mes études au Cameroun, à l'université de Yaoundé. À l'époque, c'était Ngwaikele. Et après cela, je suis allé à Dakar, tout un long cheminement aussi de voyage qui commençait au Gabon, etc. Bon, voilà. On va parler de vos études. Oui. Vous vous présentez brièvement juste pour les gens qui ne connaissent pas la personne que vous êtes, l'écrivain que vous êtes. D'accord, je suis donc enseignant qui est dans l'écriture, qui aime l'écriture passionnée, et qui entre-temps est rentré à l'école pour une autre formation, peut-être qu'on en reparlera. D'accord. Pour commencer cette émission, on va parler de vos racines. Et je veux dire, l'endroit où vous avez grandi au Cameroun, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes moitié Mbamois, c'est ça? Oui, mes racines sont des racines voûtées. C'est un peuple du centre du Cameroun, dont la ville principale c'est souvent à Yuko. Et c'est vrai, on les retrouve un peu partout, à Nanga, etc. Et pour un peu vers Tiko également, on les retrouve, vous avez dit, dans le sud-ouest. Avant, ils étaient un peu partout en Konsamba, Yaoundé, etc. C'était l'un des premiers peuples à s'installer au Cameroun et qui a beaucoup conquis des terres. Donc mes racines, c'est ce milieu-là, ce milieu babouté, où j'ai grandi dans un petit village qu'on appelle Nyamba. C'est un endroit où le temps avait une certaine texture et un endroit aussi qui était un environnement, je dirais, fascinant, avec des forêts, des paysages luxuriants, où on retrouvait des troupeaux d'animaux qui nous émerveillaient dans notre enfance. Donc j'ai grandi dans cette tableau d'images plein de vie et qui en disait long sur notre jeunesse. Et ce sont ces souvenirs-là qui ont nourri cette sensibilité de l'écriture en vous? Oui, disons que en regardant le paysage, ce paysage qui était vraiment fascinant, parce qu'autour de nous, je pouvais voir, il y avait ces grands arbres, vous voyez, toute cette image-là, n'est-ce pas, a permis que je puisse lire le monde avant même d'avoir eu à lire un livre. Donc, c'est ce milieu qui m'a donné une certaine sensibilité, parce que c'est un milieu où tous nos sens, c'est-à-dire sensoriels, sont touchés et ça ne peut que me rappeler des souvenirs, et ces souvenirs-là me plongent dans l'écriture, parce que ce sont des éléments qui sont importants dans la nature. Exactement. Mais à quel moment avez-vous senti l'envie d'écrire? Oui, l'envie d'écrire vient du silence, c'est-à-dire que ce silence, cette solitude, on retrouve un peu, on se retrouve dans un milieu où il y a l'angoisse de l'existence, il y a les douleurs qui nous traversent, et puis il y a ce monde dont on veut donner une certaine explication, avec chaque génération qui essaye d'avancer, et il faut toujours retrouver une personne qui peut expliquer la vie, expliquer les valeurs, et puis pourquoi pas expliquer tout ce qui nous entoure. Voilà, c'est-à-dire qu'on se crée des imaginations, voilà un peu tout ce qui nous a envie. Parce qu'on a envie de partager nos valeurs, on a envie de partager des sagesses, on a envie de donner des leçons de vie, et voilà un peu tout ce qui nous pousse souvent à écrire. Ok, vous avez déjà des livres sur le marché comme Amazon et plein d'autres plateformes où on peut les trouver
on peut trouver vos livres? Oui, mes livres on les retrouve sur Amazon. Le premier livre que j'ai écrit en 2018, c'était Revoir Nyangba et Konsamba qui est là. Et c'est un livre qui a des réminiscences fugaces où j'ai reparlé un peu d'un récit, on peut dire autobiographique, parce que l'écrivain doit toujours d'abord commencer par lui-même et expliquer un peu le monde homérique dans lequel j'ai vécu avant de pouvoir penser à autre chose comme le roman où j'ai excellé ces dernières années-ci. Il y a plus de 8 livres aujourd'hui. Il y a Le Retour du roi, voilà, Mangabel, qui a aussi eu le prix de la communauté urbaine de Yaoundé. Et puis il y a Joseph Boulaya, l'un de mes derniers livres. Il y a le livre que je rends hommage sur Antonio, voilà, voilà mon grand frère, mon grand frère qui était l'un des comédiens très connu au Cameroun. Et puis, merci. Et puis il y a aussi sur les pas de Jules Comcom, qui est un marcheur de paix. Et voilà, son histoire m'a intéressé et j'ai voulu mettre ça sous forme d'écrit. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut écrire, quand on écrit par exemple un livre ou deux, comme d'autres font souvent, en ce moment-là, on se décrit automatiquement comme écrivain? Oui, l'écrivain, vous le savez, vous le dites, c'est une très bonne question que vous me posez là. Savoir normalement à quel moment on peut c'est défini comme écrivain. Ouais. C'est-à-dire que on peut définir quelqu'un. Il ne suffit pas tout simplement d'écrire ou bien d'avoir un livre sous la main. L'écrivain, c'est quelque chose qui doit être l'essence, c'est-à-dire quelque chose qui doit être une poussée intérieure. Ce n'est pas un statut qu'on recherche, mais c'est une vocation qu'on découvre. Donc, nous sommes témoins, n'est-ce pas, des douleurs humaines. Et à partir de là, il faut que l'écriture soit inhérente, vous voyez, dans notre corps. C'est quelque chose qui est intérieur à nous. Et voilà, bon, l'écrivain doit se définir aussi par quelqu'un qui a beaucoup lu, qui est cultivé. Bon, je me souviens, j'écoutais un écrivain qui disait qu'il n'aimait, au cours d'une émission, il disait qu'il n'aimait pas lire. Bon, je ne comprends pas comment un écrivain... On peut être écrivain et ne pas aimer lire. Le premier travail de l'écrivain, c'est la lecture. C'est la lecture. C'est par là qu'on l'identifie, voilà, et par le genre littéraire, par ses idées, par sa pensée qu'il développe, et surtout par l'universalité de ces idées qui, n'est-ce pas, touchent tous les publics, toutes les générations d'ailleurs. Justement, on vous a appelé, moi personnellement, je vous ai appelé dernièrement pour passer dans cette émission. Vous m'avez répondu que vous étiez à l'école. Je me suis posé des questions, mais avec un si beau parcours comme le vôtre, pourquoi l'école à cet âge encore? Oui. En fait, vous savez, l'école, c'est une institution vouée à la recherche de la connaissance, avec la conviction que cette connaissance sera utile pour l'homme. Donc, j'ai eu un parcours qui avait été interrompu à un moment donné, et j'ai manqué avec quelque chose que j'avais l'impression qu'il me manquait. Voilà, et j'ai voulu donc combler ce vide-là. L'école, c'est l'Égypte rêvée, l'Égypte vécue, et jamais le contraire. C'est-à-dire, on disait que même si dans une maison, on avait une personne sans valeur, c'est-à-dire quelqu'un qui était aliéné, il fallait envoyer cette personne à l'école, et que, n'est-ce pas, l'école, la simple éducation qu'on va lui donner une dignité. Et que si on le plaçait devant la porte, tout simplement à cause de sa présence, aucun malfaiteur ne pourrait entrer dans une maison. Donc voilà un peu l'utilité. Je ressens à tout moment, et d'ailleurs c'est très bien vu à l'école où je suis actuellement, l'un des plus âgés de la classe, on voit qu'on se retrouve dans un brassage de générations. C'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de communication, c'est un lieu d'échange, et c'est quelque chose que je pourrais conseiller à quiconque de ne jamais se décourager, de retourner toujours à l'école. Et là, je rends hommage à la France qui me donne cette possibilité. On va y arriver. Voilà, parce que justement, vous êtes maintenant en France, on aurait voulu que vous soyez au Cameroun, mais à quel moment vous avez ressenti l'envie de quitter le Cameroun, le pays natal, votre pays natal, l'écrivain Calvin Djouré? On quitte le pays à un moment donné lorsque le souffle créatif se retrouve un peu étouffé. C'est-à-dire que l'écrivain, c'est quelqu'un qui, on a l'impression que sur la terre, il est en mission. Il se donne lui-même cette mission, et on ne peut pas
penser ou on ne peut pas écrire le ventre vide. Donc la pauvreté souvent pousse l'homme, n'est-ce pas, à se mettre debout. Donc et il va aller très loin pour retrouver l'espace, un espace où il pourra, n'est-ce pas, se produire, un espace où on dirait la terre est aride pour s'aimer encore, pour s'aimer les idées, pour s'aimer la pensée. Et c'est ce que vous avez eu en arrivant sur votre pays d'accueil qui est la France, en arrivant ici, c'est ce que vous avez ressenti? Oui, c'est ce que j'ai ressenti parce que, vous savez, il y a un peu de l'ouverture. Vous arrivez, vous vous trouvez dans cet espace où on donne les possibilités de faire vous exprimer, oui. On ne vous étouffe pas et on essaie même de vous écouter. C'est ça, et puis on vous fait un profil. Vous faites un profil et vous vous remettez dans un cursus qui vous permet de vous déployer et on met les moyens pour cela. Bon, contrairement peut-être à nos pays qui souvent vont nous mettre des obstacles qui ne nous permettent pas. Donc vous trouvez que les écrivains qui sont par exemple au Cameroun, au Côte d'Ivoire, etc., n'ont pas cette possibilité ou n'ont pas assez de moyens pour s'exprimer, ou on ne les donne pas du tout les moyens pour s'exprimer, comme vous qui êtes en Europe? Oui, l'écrivain en Afrique, voilà, il a encore du chemin à faire parce que déjà, il a les problèmes de survie. Et si nous sommes partis du pays, je disais tout à l'heure, c'est parce que nous voulons travailler dans des conditions, dans les bonnes conditions, où peut-être nous ne serons pas pour chancer ou bien inquiétés. Vous savez que la pensée est plus forte que les âmes. Tout à fait. Et que nous sommes dans une société africaine où on a beaucoup plus peur même de l'écrivain que d'un militaire. Donc, c'est pour ces raisons que on est obligé toujours de prendre la distance pour bien voir notre pays. Notre pays à distance, on le voit mieux, on peut mieux l'expliquer. D'accord. Et en tant qu'immigré, qu'est-ce qui vous a façonné dans votre vision du monde que vous voyez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a réellement façonné? Oui, moi, ce qui m'a fasciné, c'est déjà le problème d'identité. C'est-à-dire que nous venons d'ailleurs avec une identité et on retrouve une autre dans laquelle nous devons nous intégrer. La première chose qui est intéressante, c'est qu'il faut s'intégrer dans cette nouvelle identité, se composer avec, mais ne pas oublier d'où on vient, garder sa propre identité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en vase clos, on a besoin de voir ce que l'autre nous apporte pour asseoir notre connaissance, pour asseoir notre culture. Donc ce qu'on nous apporte, c'est cette connaissance. Et ça qui fait que nous pouvons avoir l'avantage maintenant, par exemple, lorsque vous arrivez en Afrique, vous verrez qu'on vous voit différemment. On vous voit différent parce que vous avez cette identité multiple que vous avez intégrée et qui vous permet, n'est-ce pas, de dissocier les choses, de comprendre les choses et mieux les expliquer parce que c'est très important. Les voyages développent l'intelligence autant que l'école. Justement, comme vous venez de dire, mieux l'expliquer. Moi, je veux savoir quel est le regard que vous portez sur la diaspora camerounaise. Non, c'est un regard positif. C'est un regard, la diaspora, c'est une chance. Si on donnait des possibilités à la diaspora, je crois que dans le monde, il y a environ 4 millions de Camerounais à travers le monde, si on a bien décompté, et que je sais qu'il y a au moins 400 000 parmi ceux-là qui sont en mesure d'aller investir au Cameroun. Et vous imaginez 400 000 Camerounais, s'ils allaient investir, ils auront au moins à recruter au moins 10 personnes. Vous voyez, donc c'est une force. On ne doit pas avoir peur de la diaspora. Moi, j'aime la diaspora. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent des conditions souvent hostiles, mais ils réussissent à s'en sortir. Donc, je les ai mis avec cette intelligence, avec cette résilience, ce courage d'affronter dans un autre pays quelque chose qui est vraiment étranger, c'est-à-dire ils se battent à partir de rien. Il y a des gens qui sont arrivés ici, ils n'avaient même pas un pantalon, même pas une chemise, mais ils se sont battus et créé des actions. Ils ont acheté des maisons, ils ont investi au pays. Voilà, il faut vraiment respecter la diaspora. Et justement, avant de préparer cette émission, il y a plusieurs personnes que j'ai eu à contacter pour parler un peu de vous. Et vraiment, les réponses qui revenaient, c'était loin de votre rôle passé auprès de ces personnes qui sont aujourd'hui bien insérées dans cette niaque d'aider toujours les autres.
Ah, vraiment, vous êtes très, très bien renseigné, je suis très heureux, parce que là, au moins, c'est un témoignage que vous apportez. Oui, moi, plusieurs, je n'aime pas moi-même, je n'aime pas évoquer cela. Plusieurs. En fait, l'écrivain que je suis doit garder un lien social avec sa communauté. C'est son rôle. Son rôle, comme je dis, sa mission, c'est de porter vers l'humanisme. C'est-à-dire qu'il a une mission qui est universelle. Il écrit pour lui, mais son écrit, quand ça doit agir, il n'est plus là. Et maintenant, il ne faut pas être là, dire qu'on est écrivain, mais il faut des actions concrètes. Bon, aujourd'hui, j'ai une quarantaine de personnes que j'ai aidées ici, dans le travail, dans les papiers. C'est-à-dire que j'ai bénéficié des relations. J'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu une dizaine. J'ai eu des relations très importantes. Il y a aussi des postes. Ce n'est pas ici en France que cela a commencé. Ça a commencé quand j'étais déjà en Afrique, au Gabon. J'étais ici en Mauritanie où je dirigeais un groupe académique français de 12 établissements où j'avais devant moi 370 employés. Vous voyez, et les Camerounais, ça c'est leur route. Mauritanie, Maroc, etc., Italie, c'est leur route. Et justement, beaucoup sont tombés sur moi. Sur vous, j'ai toujours aidé. Bon, en France, j'ai eu la chance, lorsque je suis arrivé ici en tant qu'ancien enseignant, je me suis d'abord plongé dans l'enseignement indépendant. J'ai eu à enseigner des enfants et petits-enfants des 2 présidents africains. Vous imaginez quelle relation il peut avoir. Je ne veux pas évoquer leur nom ici parce qu'il faut... Et justement, c'est pour dire aux chers téléspectateurs qui vont regarder cette émission, j'ai eu à contacter vos relations qui sont des Béninois, des Ivoiriens, des Sénégalais. C'est pas seulement les Camerounais, dont il y a d'autres pays. C'est pour ça que je suis ça me fascine de savoir quel est le rôle vraiment que vous portez auprès de cette personne, parce que leurs explications c'est-à-dire votre rôle auprès d'eux, je voyais beaucoup d'émotions. Tout cela commence par une déception que j'ai eue. C'est-à-dire quand je suis arrivé en Europe, je me suis retrouvé à la gare de Lyon. J'ai appelé toutes mes connaissances, il n'y a personne qui m'avait répondu. Plus tard, j'apprendrai même que les uns disaient aux autres, ne donnez pas mon numéro, Et puis, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché. affecté. C'était un inconnu, un haïtien, comme ça, qui m'a récupéré et qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Je peux même dire qu'il est l'homme le plus heureux aujourd'hui au monde, parce que tout le soutien que j'ai apporté après cela, il était loin d'imaginer. Donc, après cette déception, ça veut dire que les voisins du Cameroun, les camarades de classe, des amis d'enfance, ils sont tous partis. C'est-à-dire personne ne voulait accueillir. Bon, c'est une revanche que j'ai voulu faire sur moi-même. C'est-à-dire, au lieu de faire comme eux, ça m'a permis plutôt d'ouvrir mes portes. Et d'ailleurs, j'ai été toujours comme ça. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai été toujours comme ça. Et surtout pour les papiers. Là, vous savez, c'est le plus difficile ici. Mais j'ai eu des relations vraiment que personne n'est capable d'avoir ici et qui ont permis d'expliquer. Et bien, je porte ton dossier, j'explique, parce qu'ici, il n'y a pas de corruption. Tu expliques et on te mène dans le cadre il faut, et finalement, tu t'intègres et tout. Pour le travail, non, pour ça, c'est un petit jeu. J'ai eu des appels ici et puis des témoins, tu es recruté. Donc voilà un peu ce que je me dis que c'est ma mission, la mission de l'écrivain, c'est ça. Et justement, parce que j'ai sauté un paragraphe tout à l'heure où vous avez dit que vous étiez à l'école. Mais quand je vous ai parlé en aparté, vous m'avez dit que vous avez basculé à la santé. Je voudrais savoir, de l'écrivain, de l'écriture à la santé, est-ce que ça a un lien? Comment vous allez joindre déjà les deux? Vous savez, l'école comme carrefour de la science permet d'intégrer partout et en utilisant bien évidemment l'écriture. Un écrivain, surtout comme ça, qui est compulsif comme moi, sait comment organiser son temps. Et puis voilà, je me retrouve aujourd'hui dans le domaine de la santé, parce que là-bas j'ai vécu des expériences vraiment fortes, des expériences humaines, et c'est quelque chose qui cadre déjà avec mon âme, avec mon être. Donc j'ai préféré donc aller comme ça, être au service même de l'humain. C'est pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école. Et les choses se passent très bien. Mais entre la santé et l'écriture, parce qu'il va falloir à un moment faire un choix. Est-ce qu'il y aura l'écriture ou la santé, ou vous allez joindre les deux?
Non, l'écriture, vous voyez que je faisais déjà autre chose en faisant en même temps l'écriture. L'écriture, c'est quelque chose qui est vraiment pour moi une vocation. Moi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une activité dilettante. Je le fais parce que non seulement je suis passionné, mais c'est quelque chose qui est dans moi, et dans mon intérieur. C'est-à-dire, voilà, et quand je n'écris pas, je m'étouffe. Donc, la santé, vous savez que nous sommes dans un pays où on ne travaille pas de façon perpétuelle, on a des petits moments de repos, et ainsi de suite. Bon, voilà. Et je serai très bien m'organiser pour que l'écriture continue. Je ne peux ne pas écrire. Parce que l'écrivain, c'est celui qui écrit, mais c'est celui qui ne peut ne pas écrire. C'est-à-dire qu'il est toujours là, plongé, et il est... parce que s'il n'écrit pas, il est malade, le vrai écrivain. Et l'écrivain aussi, c'est celui qui écrit, certes, mais il faut que ça soit des belles lettres. D'accord. Et parmi vos écrits, qu'est-ce qui a influencé par la situation du Cameroun, sociopolitique et culturel? Vous savez, le Cameroun, c'est mon pays. Et c'est un pays, c'est de là où je viens et ça ne pourrait pas changer. C'est un pays qui souvent me manque, même si je le fuis pour ne plus en souffrir. La situation sociopolitique, inévitablement, n'est-ce pas, me touche. Mais j'ai toujours dit que celui qui est à la diaspora ou l'écrivain n'est pas là pour donner l'arme, pour aller détruire ce qui a été construit. Il est là pour toucher là où il faut toucher pour qu'il y ait des changements. Il n'est pas celui qui vient allumer le feu, ou bien qui vient, n'est-ce pas, éteindre le feu avec du feu. Mais est-ce que vos écrits ont influencé? Ça influence parce que je suis actuellement, comme vous l'avez vous-même dit, l'un des écrivains les plus prolifiques. J'écris tous les jours. Je suis déjà l'éducation d'un site Afrique sur scène. Je suis un collaborateur à Kamerdi. Il y a qui reporte qui republie tous mes articles. Il y a des journaux au Cameroun qui reprennent mes articles. Donc, j'apporte ma contribution de façon substantielle à l'édification d'un pays qui soit... Parce qu'aujourd'hui, quand on apprend au Cameroun, il y a des kidnappings, il y a eu des arrestations. Vous voyez, ce n'est pas ce que l'écrivain va venir activer. Alors, il est là pour venir... déplorer cela, n'est-ce pas, mais pour de toute façon conscientiser, et puis c'est un éveilleur de conscience, voilà, et c'est ça mon rôle, et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est pourquoi, bon, moi, mes ouvrages sont là, et je ne m'affiche pas comme cet écrivain à la bouche lipue, invective, c'est vrai, mais je suis là pour toucher lorsqu'il faut toucher, mais toutefois aussi pour conscientiser là il faut. D'accord. Vous avez parlé de votre journal Afrique sur scène que vous avez mis sur des plateformes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les gens qui ne savent pas que vous êtes celui-là qui est derrière Oui, Afrique sur scène, c'était un manque. Un manque dans notre diaspora d'un média qui soit fort. Vous savez que les Camerounais détiennent, n'est-ce pas, la communication au niveau de Paris, mais il manquait un peu une communication écrite. Tout le monde chantonne dans les réseaux, mais ce n'est pas ça qui peut servir, n'est-ce pas, un public jeune. Donc il fallait donc quelque chose, j'ai donc créé cela, je disais informer pour éduquer. C'est pourquoi l'Afrique sur scène essaye de reparler de l'histoire. Il a fait un article sur Oumiobe qui a vraiment fait écho dans la toile. J'ai rappelé les faits historiques inédits, on le fait pour la jeunesse. Et puis il y a aussi notre diaspora, c'est une diaspora plurielle, effervescente, qui mérite, n'est-ce pas, que leurs actions soient connues et que certaines élites, comme dans l'art, que ce soit la musique, le football, la culture, les milieux intellectuels, qu'ils soient, n'est-ce pas, diffusés, un milieu où ils vont, l'espace où ils vont diffuser leurs idées. Et pourquoi avoir mis Afrique sur scène? Parce que comme ça s'écrit, on a l'impression que scène là, c'est ici où vous avez voulu joindre les deux, l'Europe, l'Afrique. Oui, c'est un pont. J'ai mis ça comme un pont, c'est-à-dire que l'Afrique, l'information de l'Afrique et l'imaginaire africain et tout ce qui se déroule en Europe.
C'est-à-dire la Seine, c'est évidemment le fleuve qui est célèbre. Oui, donc l'Afrique qui est sur la Seine. Voilà, c'est ça. Donc il fallait qu'on essaie d'entrecroiser ces informations-là, qui soient des informations pures, parce qu'on avait souvent un peu de déformations qui très fréquemment qui sont faites par des amateurs. Donc il fallait, n'est-ce pas, une plateforme qui dynamique à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de ce que le journal devient, ou votre plateforme, vous avez plus de visibilité ou pas du tout? Vous savez que Afrique sur Scène aujourd'hui a en 2 ans publié 3500 articles. Ouais. Et on a eu 2 500 000 visiteurs. Parce que si dans chaque article, ne serait-ce qu'il y a un minimum de 500 lecteurs, ou d'autres qui vont à 6 000 lecteurs, et ainsi de suite. Et donc c'est un bon parcours. C'est 2 500 000 visiteurs dans un site en 2 ans, c'est un succès remarquable. Donc on a une équipe de 36 pigistes à travers le monde, voilà, qui envoient les articles qu'on remet sur la plateforme. Donc c'est quelque chose, c'est un succès phénoménal. Voilà. Et quels sont vos futurs projets à l'avenir? Est-ce que vous prévoyez nous donner encore plus encore que Afrique sur Scène? Bon, Afrique sur Scène remplacera les grands journaux qui ont existé dans Léo, qui parlait de l'actualité africaine. Je ne veux pas citer ces journaux, ces magazines, mais tout le monde les connaît. Aujourd'hui, le numérique a pris la place, mais le numérique n'a pas résolu le problème des jeunes, qui est le problème de l'éducation, qui est le problème de la lecture. La lecture est très importante, il faut donc des belles lettres, parce que même comme j'écris aujourd'hui, pour moi, le livre est un outil de brassage intergénérationnel qui permet, n'est-ce pas, ce qui est nécessaire à toutes, qui est nécessaire aux adolescents, aux adultes, aux personnes âgées, et qui nous libère des tabous et des tendances contradictoires. Donc tous ces livres-là vont être utiles. Nous faisons tout pour la jeunesse. Et ce sera la même chose pour Afrique sur Scène, qui sera sous forme papier. D'accord. C'est vrai. Et dans notre diaspora ou ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu à avoir des reconnaissances, par exemple comme des prix, voilà, vous pouvez nous dire, parce que vous méritez quand même une reconnaissance par rapport à tout ce que vous faites? Oui, je suis à 5 prix littéraires. Le premier prix littéraire, c'est le Grand Prix Aimé Césaire, qui a été décerné par Diala. Il y a le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, c'est-à-dire que les prix que les Senghor ont eu, les Amadou Kourouma, les Bernard Dadier, les Akeleba ont reçu. J'ai reçu ce prix, mais seulement ça n'a pas été décerné à cause de la pandémie de la Covid. Ils m'ont envoyé tout simplement la lettre. Mais pour moi, c'est un honneur quand il peut avoir une lettre venant de l'Académie française qui me décerne ce prix. Il y a le livre d'Ouala Mangabé qui reparle de ce héros africain qui est pour nous comme le premier héros camerounais, je dirais même africain, parce qu'avant que les Martin Luther King arrivent, les Gandhi arrivent, les Nelson Mandela arrivent, Ouala Mangabé fut d'abord ce premier héroïque par son histoire et par son courage qui a marqué notre esprit, et c'est quelqu'un qu'on devait faire un monument pour lui. J'espère qu'un jour cela viendra. Il a eu qui a été meilleur roman de la diaspora en 2021. Il y a aussi, j'ai eu cette année le prix de la meilleure plume. Tous ces prix-là sont quelque part là. D'accord. Il y a des diplômes affichés, je vois les certificats, les diplômes. Voilà autant de prix. Je vous dis que j'ai aussi reçu des prix au niveau du Canada, mais les raisons du travail n'ont pas permis d'aller les chercher. Donc l'écriture avance. Aujourd'hui, c'est l'écriture, il y a une certaine reconnaissance déjà, ne serait-ce que par ces lectures que le public fait. D'accord. On ne va pas seulement parler, je sais que vous n'aimez pas du tout la politique, mais on va en parler un peu parce que ça concerne votre continent. Quand on voit les coups d'État qui sont aujourd'hui perpétrés en Afrique, un peu de partout, est-ce que vous voyez ça comme l'avenir, ça sera l'avenir des Africains, toujours les coups d'État pour laisser le pouvoir? Vous savez, les coups de... Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écrivain n'est pas là pour prôner la violence, parce que les coups d'État, c'est déjà des actes violents.
Bon, mais seulement comment les hommes feront pour que ceux qui sont au pouvoir comprennent que il y a un temps pour tout et qu'ils comprennent que le temps a sonné et qu'ils comprennent aussi que il y a d'autres qui peuvent les suppléer, qui peuvent être meilleurs qu'eux. Parce qu'on a l'impression que quand on est premier, je me rappelle quand on est premier de la classe, on croyait que bon, en dehors de nous, personne d'autre ne peut être premier. Lorsque vous n'êtes pas là, vous verrez d'autres premiers. Donc, le savoir, c'est vrai, c'est une collecte, chacun apporte sa part. La construction d'un pays, c'est une collecte, chacun apporte sa part. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on comprenne qu'il est temps de partir. Sinon, l'histoire va se retourner contre vous et vous allez vivre des moments décevants. Ouais. D'accord. Et quand on regarde votre pays d'accueil, on voit comment, qu'est-ce que vous en pensez avec la politique en général du monde, ce qui se passe aujourd'hui, la géopolitique mondiale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, juste un petit mot par rapport à ça? Oui, je peux dire que... Est-ce que nous, la population, on doit avoir espoir que après il y aura peut-être du meilleur qui va arriver, ou parce qu'on est toujours, on nous maintient dans la peur? Oui, je crois que l'Occident m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je ne sais pas pourquoi ceux qui sont au pouvoir en Afrique, pourtant ils ont tous étudié ici, n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont, à mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici. Donc nous sommes dans un continent où les gens sont passionnés de pouvoir. Parce que vous verrez comment est-ce que les gens se battent pour être chef de quartier, chef de village. Voilà, les gens se tuent pour cela. Bon, en Occident, vous savez, chacun sait ce dont il est capable de faire. Chacun connaît ses limites. Et puis, il y a une certaine dignité et une certaine considération qui savent que ce n'est pas toujours au pouvoir qu'ils peuvent l'avoir. C'est pourquoi, lorsqu'ils ne sont pas capables, soit ils démissionnent, lorsqu'ils ont fait ils ont fini le peu qu'ils pouvaient donner, ils se retirent. Et ils se retirent dignement. C'est pourquoi la plupart aussi peuvent entrer dans l'histoire et certains qui ont duré au pouvoir peuvent être effacés dans l'histoire, comme par exemple Staline. D'accord. Dans ce mot, c'est avec ces propos qu'on va finir cette émission, mais avant de finir cette émission, on va vous demander de regarder la caméra et de dire un dernier mot pour ceux qui vont regarder cette émission. L'écrivain Calvin Djouré, c'est à vous. Oui, je voudrais dire que je suis heureux d'avoir passé ce temps vraiment très très profond avec Malice Sinclair. J'ai aimé la pertinence de cette question. C'est vrai que j'ai été complètement... Vous savez, quand on rencontre Malice Sinclair, il y a l'émotion qui est là et puis on se perd un peu. Donc, je ne pense pas que j'ai été dans la meilleure forme, mais l'essentiel a été dit. Donc, je reste l'écrivain qui va toujours apporter du meilleur, qui va s'efforcer à être meilleur. Donc, l'aventure continue. Nous sommes dans l'écriture, c'est le seul domaine où il n'y a pas de retraite. C'est ça l'avantage. Donc, je ne fais pas l'écriture comme un aventurier, mais pour moi, c'est une vocation. Et c'est quelque chose qui m'a permis de gagner la vie. Vous voyez là, vous voyez le nombre de livres là. Il y a 3000 livres dans cette maison, ce sont les livres, je les ai achetés. Donc, je n'ai pas acheté des voitures très tôt. Mais parce que d'abord, je voulais me cultiver. Ça m'a permis d'être reçu par de très grandes personnalités. Ça m'a permis d'être, je peux dire, actif. Aujourd'hui, je travaille dans au moins 3 maisons d'édition qui m'envoient des livres à écrire. Donc ça, c'est toujours grâce à l'écriture, si bien que depuis quelque temps, je ne parviens pas à publier pour moi-même parce que je suis aussi un pigiste, je suis, comme on dit, un nègre, voilà, qui prête sa plume à d'autres. Donc voilà, l'écriture va continuer et voilà, je remercie Malice Sinclair, c'est une personne pour ma part qui est immortelle. Voilà, c'est sur ces paroles, merci. Moi, je voudrais personnellement vous dire merci, l'écrivain, parce que à tout moment où j'ai eu besoin de vous, vous avez toujours été là. Et en conseil, vraiment, en tant que petite sœur, vous avez toujours été là. Je vous dis une fois de plus, merci de nous avoir ouvert vos portes et on se dit à la prochaine pour une prochaine émission. Merci. Merci.